Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Alors je vous laisse visiter le site ou écouter d'autres vidéos pour savoir de quelle perfection il s'agit. Donc pour préciser cette théorie, je m'appuie parfois sur des audios que j'écoute sur France Culture. Et là, c'est une émission qui était consacrée à François Châtelet sur l'histoire de la raison. C'était l'épisode 14 sur 20 et le titre c'était La raison et l'histoire avec Hegel. Donc c'est la 4e vidéo que je fais sur cette émission. Donc je vous renvoie à l'écoute des précédentes pour savoir de quoi il s'agit. On va reprendre la lecture, là j'en suis à 25 minutes sur 35 et je lance la vidéo, l'audio, et je commente éventuellement, voilà, ça me permet de préciser la théorie que je développe. De la manière dont les métaphysiciens posaient leur problème essentiel, le problème de la vérité. Voilà, donc là c'est la partie selon qui va être la métaphysique classique. Par ce terme, j'entends la métaphysique d'école, celle que l'on peut tirer en simplifiant les choses, aussi bien de l'enseignement de Platon et d'Aristote que de celui de saint Thomas ou de Descartes. La question de la vérité est la question de la coïncidence entre la pensée et son objet. Pensée et l'objet. Pour essayer de schématiser cela, on pourrait dire que le problème de la vérité se pose comme si on était en présence de deux réalités qui sont l'une en face de l'autre. D'un côté, la pensée, et l'objet. De l'autre côté, l'être. Pour servir de médiation entre ces deux réalités, la philosophie a forgé une entité, un être de raison, qu'elle a appelé l'idée. L'idée, c'est la représentation que la pensée a de l'être. Le problème de la vérité est celui de l'adéquation, de la coïncidence, de l'idée que la pensée a de l'être et de l'être lui-même. Si le problème de la vérité est celui de l'adéquation de l'idée que la pensée a de l'être et de l'être lui-même, cela suppose que l'être et la pensée sont différents, mais qu'ils se trouvent, je dirais, en connivence. Il peut y avoir l'idée, partie de la pensée, qui soit adéquate à l'être, donc opposition entre pensée et être, et en même temps, comment dire, une certaine complicité. On sait que cette question du critère de la vérité, à quoi reconnaître l'idée qui correspond effectivement à ce dont elle est l'idée, c'est-à-dire qui correspond à l'être qu'elle représente, n'a jamais reçu de solution. Chaque fois qu'un philosophe a énoncé un critère de la vérité, il y a eu un autre philosophe qui est arrivé et qui a montré que ce critère n'était pas ou cohérent ou efficace, enfin, ne convenait pas. Et on peut le dire aussi de façon... la science amène cette discussion sur la vérité de ce qu'on voit, de ce que notre idée se fait de la chose. On sait très bien que on peut dire que cette chose, c'est un téléphone, évidemment, mais
si on creuse, on va voir que il est constitué de particules, il est constitué d'atomes, etc. Et sous une autre forme, il est vraiment quelque chose d'autre. Donc la vérité, cette vérité en adéquation entre ce qu'on pense et la réalité peut être mise en échec. Il n'y a pas de critère de la vérité, et c'est probablement ce que Spinoza a voulu dire avec cet admirable dédain qui le caractérisait. La vérité est à elle-même son propre critère. Verum index sui, la vérité est à elle-même son propre critère, et elle est le critère du faux. C'est-à-dire que c'était une manière pour Spinoza de repousser du pied ce problème sans solution. Voilà, et parce qu'en réalité, selon moi, la seule façon d'accéder à la vérité, la seule vérité absolue, on accède aux petites vérités. Aux vérités, ben ça c'est un pinceau, ça c'est etc. Ce sont des vérités mouvantes en réalité. C'est une réalité là actuellement, mais dans 500 ans, ça sera d'une autre réalité, de la poussière devenue autre chose, etc. La seule façon d'accéder à la pure vérité, d'après moi, c'est dans l'état d'extase. Et dans l'état d'extase, on est au contact de la vérité, des choses, de la réalité des choses, c'est-à-dire de la partie immatérielle qui compose les choses, mais ça ne passe pas par la raison, ça ne passe pas par l'intelligence, ça passe par la sensation. C'est un contact avec la réalité des choses, à mon sens. On sait comment. Kant a essayé de résoudre le problème. Il a essayé de montrer que cette opposition de l'être et de la pensée était mal vue, était mal conçue, et qu'il fallait voir au contraire que, d'une certaine manière, la pensée produit quelque chose de l'être, la forme de l'être, la matière de l'être étant irréductible malgré tout. Voilà, la matière de l'être, parce que la vision que j'ai, par exemple, de cette chose qui est là, pour moi, c'est la vérité, c'est la réalité, mais un oiseau qui le voit le verra une autre réalité. Un ver ou un acarien qui est posé dessus aura une autre réalité de ce qu'est cette réalité. Donc la réalité, telle que je conçois les choses, c'est vraiment différent. La réalité que je conçois d'un arbre, c'est autre chose que la réalité que conçoit l'arbre de lui-même, qu'a de sa propre existence, et c'est valable pour toutes les autres formes d'existence. Donc, la réalité, telle qu'on l'aperçoit, c'est autre chose. Après, aller dans le cœur de la matière, c'est autre chose. Là, on est dans une réalité qui est absolue, c'est-à-dire que le quark qui constitue, ou je sais pas, le boson de Higgs, ou la partie immatérielle qui constitue la matière, celle-là même qui est identique avec, dans la composition de ce téléphone, ou la composition d'un arbre, de l'air, de l'eau, etc., de l'univers, et qui est identique, ça, c'est la vérité. Et pour être en contact avec cette immatérialité, eh bien, il n'y a que dans l'état d'extase qu'on est en harmonie avec cette essence. Et c'est cette essence qui fait la vérité. Hegel prend une solution beaucoup plus radicale et qui, à Donc, première vue, Kant avait raison en allant dans la matière. Mais qui, quand on y réfléchit, semble au contraire parfaitement sensée. Et j'ai presque envie de dire pleine de bon sens. À cet axiome qui oppose et qui met en connivence l'être et la pensée, en tout cas qui distingue l'être et la pensée, Hegel
propose de substituer un autre principe. Ce principe, je serais tenté de l'exposer sous la forme d'un pari ou d'un jeu. Et si l'on disait, propose Hegel, que tout ce qui est pensé de l'être. Et si l'on disait que tout ce qui est être, pour être, doit être en quelque manière pensé. Cela veut dire quoi, ça? Cela veut dire que tout ce qui peut être pensé, c'est-à-dire tout ce qui a un sens, tout ce qui entre dans la signification, qu'il s'agisse du discours, qu'il s'agisse de tel geste que je fais, de telle attitude que je prends, de telle œuvre que je construis, ce petit dessin que je fais sur ma feuille de papier, si l'on disait que tout cela, c'est à la fois de l'être et de la pensée, qu'adviendrait-il? Demande Hegel. Eh bien, sa réponse, c'est que c'est le seul moyen de se sortir de ce problème de la vérité, de ce problème du critère de la vérité, de ce problème de la réconciliation, du savoir et de l'absolu. Alors, si l'être et la pensée sont fusionnés, eh bien, dans l'extase, oui, effectivement, l'être et la pensée sont fusionnés. C'est-à-dire que, mais il n'y a plus de pensée volontaire. On ne réfléchit plus dans l'état d'extase. On ne se dit pas, ça, c'est un téléphone. Parce qu'en réalité, c'est un téléphone pour moi, mais dans la réalité, c'est un assemblage d'atomes, de particules élémentaires, etc. Donc, tant qu'on est dans une pensée qui parle, qui pense, on ne touche pas à la vérité. Et c'est peut-être pour ça que Husserl parle de l'époquée, c'est-à-dire la cessation du jugement, c'est-à-dire arriver à ne plus penser quelque chose. Donc, pour plus être perturbé, pour plus avoir des pensées qui seraient subjectives, en somme, qui correspondraient à ma personne ou à l'être humain. Par exemple, il fait chaud. Voilà, il fait chaud pour moi, mais pour un autre organisme, ça n'a rien à voir avec ça n'est pas une vérité, etc. Donc, c'est s'écarter de l'intentionnalité. Donc, une pensée qui n'est pas intentionnelle, qui est juste, qui reçoit les choses. Dans l'état d'extase, on reçoit, on est perméable aux choses, mais on ne pense pas aux choses. On est en fusion avec toute la création, avec les particules élémentaires qui composent chaque chose. On n'est plus dans une description. Et c'est là où on atteint, à mon sens, la vérité. Suivons Hegel dans son pari. Nous allons supposer que le triangle est. Nous allons supposer que Aphrodite est. Que la mort de Louis XIV est en 1715 est. Que énergie cinétique égale 1,5 de la masse par la vitesse au carré. Oui, parce que par exemple, Louis XIV mort à telle époque, c'est une vérité, mais cette date, elle n'existe pas en réalité. C'est la construction de l'humanité. Pour pouvoir construire l'humanité, elle a besoin de découper le temps, de faire des dates, mais il est mort à un moment de la création.
et où il n'y a plus l'espace et il n'y a pas le temps. Le temps n'existe pas dans cette notion. Que l'homme a pour essence d'être un animal doué de raison, nous allons supposer que tout cela, c'est à la fois de l'être et de la pensée, c'est-à-dire que tout cela est vrai. Mais c'est vrai pour nous, pour construire l'humanité, oui. Bien sûr, à première vue, paraît absurde. Alors, cela signifie que tout ce qui a été signifié par l'homme, voilà, geste, créé par l'homme, attitude, rêverie, discours les plus fous, tout ce qu'on a, discours tout ce sérieux, qu'on pense, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on a créé, c'est une création. Œuvre littéraire, monument, que tout cela, d'une certaine manière, appartient à la sphère du vrai. Oui, oui. Répond Hegel, oui. Tout cela est vrai. D'accord, d'accord. Mais alors, pour nous, n'allons-nous pas tomber dans une espèce de magma et se rendre incapable, quant à nous, aujourd'hui, de distinguer le vrai du faux, car enfin, aujourd'hui, nous sommes bien obligés, ne serait-ce que dans la vie quotidienne, de distinguer des énoncés vrais des énoncés faux. Sur un plan formel, il ne peut certainement pas y avoir de cercle carré, mais même sur un plan de contenu, sur un plan matériel, nous ne pourrions pas vivre si nous, par exemple, construisons notre existence sur une rêverie, sur un délire. Et pourtant, Hegel en est bien d'accord. Mais il maintient sa demande initiale. Simplement, il en ajoute une autre. Il demande que l'on réfléchisse au fait que l'être, ce n'est pas l'être immobile, mais c'est précisément le devenir. L'être est devenir. Que peut bien signifier cette formule en apparence et si spéculative? Eh bien, François Châtelet, c'est ce que nous verrons demain. Génial. Bien sûr que oui, effectivement. Même si cette réalité, c'est l'évolution vers cet état où on touchera la vérité absolue. Mais tout ça, c'est effectivement, ça fait partie de la vérité, mais dans cette vérité-là, il y a la vérité et l'inverse de la vérité. Le vrai et le faux forment l'évolution et c'est une partie de l'évolution. Comme le plus et le moins sont l'énergie qui anime l'humanité, qui anime la vie, qui anime le vivant, qui anime l'univers. Donc, il faut les deux. Et donc, c'est le tout qui fait qui donne le mouvement. Et donc, effectivement, tout est vrai. Le vrai comme le faux, tout est vrai pour l'évolution de l'humanité. Donc, il n'y a pas de contradiction, c'est contre la contradiction. Le bien et le mal construisent l'humanité, c'est ce que j'écris sur la mécanique universelle. Et donc, évidemment, elles construisent le bien, la perfection de l'humanité. Et la perfection, c'est l'amour absolu. Et l'amour absolu, c'est le bien absolu. Donc, le bien comme le mal construisent le bien absolu pour le truc. Mais c'est le devenir. Si on s'arrête sur l'instant, évidemment, on voit la distinction bien et mal. Mais si on le remet dans l'évolution, on s'éloigne, on s'épargne cette chose-là. Et ça, c'est vraiment génial. Voilà, je vous remercie de votre écoute. À bientôt.